Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Récemment, je vous ai dit que j'allais reparler de Shadow Dark, mais en fait, j'ai un projet un peu plus particulier que j'essaie de lancer. J'ai créé un serveur pour faire des parties de jeux de rôle avec une petite sélection de joueurs, des joueurs avec qui j'ai déjà joué, des joueurs avec qui j'avais envie de jouer. Un petit truc où on a 13 joueurs et mon but, c'est de créer une sorte de campagne de jeu de rôle un peu MMORPG avec des énormes guillemets. C'est-à-dire que j'aime bien l'idée des Westmarch, j'aime bien tout ce qu'on peut voir sur Internet en termes d'expérimentation, de jeux, de formats différents, etc. Du format traditionnel, on va dire 4 PJ qui, tous les mardis, avancent dans leur histoire, etc. Et j'ai envie d'essayer un truc un petit peu différent. Et donc dans l'idée, je m'étais dit que pour faire ce délire, où en gros, on a un Discord dans lequel plusieurs joueurs sont invités. Et ce Discord, en fait, c'est un petit monde persistant. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du RP écrit, il peut y avoir des sessions qui sont organisées, il peut y avoir des événements qui sont joués très très rapidement en quelques jets de dés sur le Discord. Et en fait, tout ce qui se passe sur ce Discord, c'est une sorte de petit monde qu'on commence à faire vivre. Il peut y avoir à la fois des sessions qui sont jouées, les PJ organisent un truc qui mérite d'être joué en tant que partie de jeu de rôle live. Et donc, on se donne rendez-vous un soir et puis ils font une expédition, ils font un truc et tout. Mais il peut aussi y avoir des petits événements qu'on joue en 2-3 jets de dés sur le Discord avec un bot. On peut jouer à la fois des histoires assez personnelles, dans une certaine mesure, si on pense que ça vaut le coup, mais aussi des histoires beaucoup plus impersonnelles où finalement, peut-être on joue, je sais pas, un soir à 6-7, quoi. On sort un peu du format habituel. Et en gros, le but, c'est de créer une sorte de monde persistant, un peu. Moi, je balance des rumeurs sur le Discord, je balance des PNJ qui disent des trucs, il y a des événements qui se passent, et tout ce joyeux bordel, en fait, ça nous crée une sorte d'expérience de jeu de rôle un petit peu différente et assez facilitée, finalement, par l'existence de l'Internet de 2025. Et donc, dans l'idée, je m'étais dit, je vais jouer ça avec Shadow Dark, mais honnêtement, je sais pas encore tout à fait si ce sera Shadow Dark, parce que j'ai repéré un jeu qui me semble un petit peu plus englober une proposition beaucoup plus large, on va dire, que Shadow Dark. Shadow Dark, c'est vachement axé sur l'aventure, etc., etc. C'est un super jeu, je remets pas ça en question. C'est juste que comme le format de la campagne que j'expérimente, on va dire, il est pas très classique, j'ai même pas vraiment de nom à lui donner, c'est pas vraiment une Westmarch, c'est pas vraiment un jeu en one-to-one time ou je sais pas quoi. Je suis pas encore bien sûr du système qui convient le mieux à ce que je veux faire, et donc je vais sur Internet chiner un peu des systèmes un peu confidentiels, un peu paumés. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Realms of Peril. Donc, Realms of Peril, c'est un jeu qui rassemble un petit peu des idées de l'OSR, donc du jeu d'aventure un peu minimaliste, etc., et des idées du PBTA. Donc, c'est encore une sorte de jeu bâtard que j'ai trouvé dans un coin. Je suis pas là pour vous dire que c'est un bon jeu, je suis pas là pour vous dire allez absolument l'acheter, je suis là pour vous parler de ce que je trouve intéressant dans ce jeu. Je ferai pas 15 000 vidéos sur Realms of Peril, c'est un jeu très très simple. Je vais vous parler des features que je trouve intéressantes dans mon petit délire. Et on va pas faire un truc en profondeur sur le jeu ici. Pourquoi je prends ces petites précautions avant de dire ce truc? Parce qu'en ce moment, je vois bien que sur Internet, il y a des gens, avec la sortie de Shadow Dark, j'ai vu des gens réagir de manière que je trouve complètement ridicule, en disant « Ouais, vous parlez trop du jeu, je sais pas quoi », ou des gens qui se demandent « C'est quoi la différence avec tel ou tel jeu et tout ?» Et honnêtement, moi, je suis pas un commercial, en fait. Quand je vous fais des vidéos pour vous parler de jeux, etc., j'essaie pas de vous les survendre, je n'ai rien à y gagner, je ne touche pas de sous sur l'achat d'aucun des jeux dont je vous parle. Donc, quand je vous parle d'un jeu, ça vous hype, tant mieux, mais je suis pas dans la recherche perpétuelle du meilleur jeu. Donc, quand je vous parle d'un jeu, prenez la vidéo pour ce qu'elle est. Si le jeu, à la fin de la vidéo, vous intéresse, je vous invite à aller faire vos propres tests et regarder de quoi il en retourne. Je ne peux pas vous dire que Realms of Peril est un super jeu, je peux juste vous dire qu'il m'intéresse en ce moment. Et donc, on va aller regarder ce que c'est. Donc, Realms of Peril, comme je disais, c'est une sorte de petit truc qui essaye de combiner des idées de l'OSR et du jeu de rôle Powered by the Apocalypse. Donc, en très très simple, on est sur de la Sword and Sorcery, on va explorer un monde et tout. On est, à ce niveau-là, on est dans les délires que j'aime bien faire jouer. C'est un jeu avec un maître du jeu et des PJ, et plutôt pensé pour la Westmarch. Ce que je trouve intéressant, je vais tout de suite aller à ce niveau-là, et puis on reviendra en arrière ensuite. Ce que je trouve intéressant par rapport à Shadow Dark, c'est que Shadow Dark, même si pour l'instant il a quelques trucs comme le carousing pour gérer, on va dire, les trucs qui se passent entre les aventures, Shadow Dark, c'est principalement un jeu qui se concentre sur le fait de jouer les Goddamn Adventures. Alors peut-être que Shadow Dark va plus se développer sur le jeu, on va dire, en dehors de l'aventure avec les Western Riches dont on avait parlé, hein, les futurs suppléments à venir. Mais je pense que Shadow Dark, sa proposition quand même, se focalise principalement sur les personnages qui partent à l'aventure, etc., etc. Et donc si vous voulez jouer par exemple
des combats de masse. Si vous voulez jouer la gestion d'un domaine, etc., vous devez venir y greffer des suppléments third party. Il y en a, et on en parlera probablement sur la chaîne, puisque je compte vous parler de suppléments Shadow Dark prochainement. Mais en gros, voilà, ça demande pas mal de bricolage. Et bon, moi j'aime bien bricoler, mais si je peux me passer de bricoler, ça me va aussi. Et ce jeu, ici, il a, dans sa proposition, quelques petits éléments que je trouve sympathiques. C'est qu'on a en fait un truc sur les factions et le downtime qui est plus ou moins intégré de base et qu'on va pouvoir exploiter rapidement, on y revient. Donc je vais passer rapidement sur le bouquin. Grosso modo, Realms of Adventure, je passe le début sur la structure et tout, sur qu'est-ce que le jeu de rôle, machin, truc. On peut voir quand même qu'on a voilà, un bon petit tutoriel quand même. Vous pouvez trouver le PDF sur Drive-Thru. C'est un petit jeu indépendant et tout, c'est pas... Je trouve que franchement la maquette est pas dégueu en soi, mais voilà, il peut y avoir des petites erreurs à droite à gauche. Donc voilà, on a un tuto au début, avec le rôle que joue le joueur, etc. On aura la même chose dans le petit guide du maître du jeu. Et du coup, notre mécanique de base ici, c'est un peu un truc à la PBTA, sauf que ça se joue au D20. Donc comme ça se joue au D20, il y a beaucoup plus de... c'est beaucoup plus swingy, quoi. Les PBTA, c'est 2d6 plus machin, ça mathématiquement vise à vous faire des résultats 7-9, c'est-à-dire des réussites avec complications, le PBTA. Ici, c'est plus swingy, on peut plus faire des véritables échecs, tout ça. C'est inspiré des PBTA, mais en réalité, ça colle quand même beaucoup plus au old school qu'au PBTA, si on devait faire le mix. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, on est au D20, on a 5 caracs qui vont avoir des bonus allant de... ça va de -3 à +6, je crois. Puis on va acheter un D20, on va ajouter notre bonus, et on va comparer à ce petit tableau-là, qui se trouve ici. Donc, quand on fait une tâche risquée, le MJ peut nous demander un jet de dés, quoi, ou quand on doit réagir à une menace et tout. On détermine la caractéristique, on se demande quelles pourraient être les conséquences de ce jet de dés. On considère les conditions du personnage, les conditions grosso modo, c'est des bonus, malus, qui vont de +3 à -3. Le MJ peut nous donner l'avantage ou le désavantage en fonction d'une position, de la situation, de la préparation de notre personnage et tout. Puis on va acheter un D20 ou 2 D20 si on a un désavantage, avantage, à la Dungeons & Dragons 5e. On jette notre D20, on ajoute notre bonus ou notre malus. Sur un 20 nat, c'est un critique. Sur un 16+, c'est un full success, donc c'est-à-dire une réussite sans complication. Un 10-15, c'est un partial success, c'est-à-dire une réussite avec complication. 9-, c'est un échec. Et sur un 1 naturel, c'est un échec critique. C'est pas plus compliqué que ça. Donc en fait, on retrouve la graduation dans la réussite des PBTA et on n'a pas de seuil de difficulté fixé par le MJ à la Donjons et Dragons. Donc c'est là où c'est un peu plus, on va dire, inspiré en partie du PBTA. C'est sur ces différentes qualités de réussite. Et après, on a ce côté, peut-être qu'on retrouve aussi dans des jeux un peu roll-under, c'est-à-dire descend, etc., où en gros, le MJ ne fixe pas de difficulté, il peut nous donner des petits bonus, des petits malus, mais quand on jette les dés, on se réfère toujours à ce tableau de différentes qualités de réussite qui, lui, ne va pas bouger, quoi. Donc déjà, ça, c'est assez cool, parce que ça permet, je trouve, dans mon idée de faire jouer potentiellement des trucs en RP écrit un peu vite-teuf, de demander aux joueurs de faire des jets de dés assez rapidement sans devoir aller chercher le profil d'un monstre, etc. etc. Ça simplifie, on va dire, qu'un PJ puisse plus ou moins faire des jets de dés tout seul dans son coin, sans avoir besoin tant que ça d'arbitrage extérieur. Dans l'absolu, je peux dire, ok, fais un jet d'intellect pour faire ce truc, il jette ses dés, il se réfère à ça, il sait exactement ce qui se passe. Donc on perd un petit peu, vous voyez, les monstres n'ont plus de classe d'armure, etc., etc. Les pièges ont plus de difficultés déterminées à l'avance, tout ça. Donc on perd ce pan-là qui peut être intéressant dans certaines circonstances, je trouve, pour avoir un système de résolution un peu plus streamliné, standardisé, en français. Donc c'est pas mal dans ce que je veux faire. Après, quand vous ratez un jet de dés dans ce jeu, vous mettez une coche à côté de votre caractéristique et ça vous permettra peut-être d'améliorer cette caractéristique. Donc ça aussi, ça fait penser un peu au PBTA. On a des skilled checks. Pardon. Donc quand votre personnage, il est skillé, il est compétent dans ce qu'il essaie de faire, vis-à-vis de son background ou d'un truc qu'il a débloqué et tout. En gros, c'est la même mécanique, sauf que il peut plus faire d'échecs. S'il fait un résultat qui donnerait un échec, c'est-à-dire un 9-, ça devient un échec avec complication. Donc, en gros, ça augmente énormément la plage de résultats qui serait un échec avec complication. Ça n'empêche pas de faire des échecs critiques, cependant. Donc, avantages, désavantages, on en a parlé. Je vais pas vraiment aller dans la granularité de la mécanique, genre assistance. Si je fais ça à chaque vidéo, ça devient un peu relou. Je commence à en avoir marre de faire vraiment page par page les jeux. Assistance, ça vous donne des +1, quoi, si les gens ils vous aident et tout. Il y a un système de slots pour l'équipement. Je vais vous montrer la fiche vite fait. Donc, en gros, le personnage, de base, il peut porter 6 équipements. Il est limité sur le nombre d'équipements lourds qu'il peut porter par sa force. Et donc en gros, ce qui va
porter sur lui le personnage, il va le mettre dans son apparel, donc son armure, etc. L'arme qu'il tient en main et tout, c'est dans son apparel. Ensuite, ses poches, on va dire de base, c'est ce qu'il est capable de porter basiquement, ça va aller dans équipement ici. Puis après, il peut acheter des conteneurs, genre il peut acheter un sac d'eau, ça lui rajoutera 6 schmilblick. Et il peut avoir des petites bourses, sacoches en plus. Donc il y a un système de tracking de l'équipement. Le jeu gère la gestion des ressources avec des dés d'usure. Honnêtement, ça je pense peut-être si je fais jouer, je mettrai pas de dés d'usure. Je demanderai au PJ de traquer leur machin. Je sais pas encore en fait en réalité. Donc pour le combat, bah, c'est plutôt la logique PBTA, c'est-à-dire que les monstres n'ont pas de tour en soi. Moi je décris ce que font les monstres, les PJ décrivent leurs actions. C'est toujours les PJ qui jettent les dés. Quand ils se plantent sur un jet de dés, ils peuvent prendre des dégâts. Contrairement au jeu PBTA, il n'y a pas de move. C'est vraiment la même mécanique standardisée pour tous les types d'actions avec le fameux D20 là. Après, il y a quelques petites situations qui sont un peu plus détaillées où on nous propose une manière de le gérer. Typiquement le combat, donc on va regarder le combat. Si je fais un 20, je fais un coup critique. Si je fais un 16+, je frappe, je touche ma cible et j'évite une contre-attaque. Si je fais un 10-15, je touche mais je me prends une contre-attaque. Ou alors les choses se complexifient, mon arme se casse, etc. En gros, le MJ me met une conséquence, quoi. Sur un 9-, j'arrive pas à infliger mes dégâts et en plus, je me prends une contre-attaque. Et sur un 1, c'est cacaboudin. Pour les dégâts, on a vraiment des dégâts d'armes, genre une arme, elle peut faire D6, D8, D10 de dégâts. L'armure vient se soustraire aux dégâts ici. On gère la portée des armes, tout ça, avec un système à la Shadow Dark, c'est-à-dire close, near, far, distant. Quand un PJ arrive à 0 point de vie, il fait un jet de mort pour voir ce qu'il en est. Sur un 20 naturel, tout va bien. Sur un 16+, il est inconscient. Sur un 10-15, il est inconscient et blessé. Blessé, ça veut dire qu'il ne peut pas se soigner naturellement avant d'être vraiment rentré à la base dans un endroit safe et d'avoir passé un downtime pour récupérer. Sur un 5-, il est mort. Rest in peace. Ah, j'ai oublié le 6-9. Sur un 6-9, il est inconscient, blessé. Et en plus, il est dying, c'est-à-dire qu'à chaque tour, il doit refaire un death check jusqu'à ce qu'on vienne le stabiliser. Sur un 5-, il est mort. Et sur un 1-nat, il est mort, mais c'est pire que la mort. Donc là, le MJ peut inventer un truc, genre il est mort-vivant, j'en sais rien. Le MJ doit trouver un truc, quoi. Donc ça, je trouve que c'est rigolo. Sachant que votre death check, là, vous devez le faire quand vous arrivez à 0 point de vie. Vous allez jamais à moins de 0 point de vie, mais quand vous prenez des dégâts, en gros, tous les dégâts qui dépassent le 0 point de vie sont des overkill damage qui viennent mettre un malus à votre jet de death check. Donc c'est-à-dire que si par exemple il me restait 2 points de vie, je prends 8 points de dégâts, normalement j'ai 6 points de vie en plus, donc enfin excédentaire au-delà du fait de m'amener à 0 point de vie, donc je jetterai un des 20 moins 6, donc il y a quand même de grandes chances que je meure. C'est un jeu qui est mortel. Ensuite on a des règles de récupération, tout ça, je vais pas aller dans le détail du truc. On a toute une liste de conditions un peu différentes qui sont quand même, qui viennent amener un petit crunch au jeu, c'est-à-dire dans la gestion et tout. Par exemple, on a une condition qui s'appelle exhausted, donc on est fatigué, qui fait qu'on a -2 au jet de force et d'agilité. Donc vous voyez, c'est assez précis. Et on a une condition pour enlever la fatigue. C'est comme la faim, c'est comme la panique, etc. Il y a quand même un petit crunch à ce niveau-là. Il faut apprendre à connaître ces conditions. On en a une certaine quantité. Et les conditions, comme on le disait plus tôt, elles peuvent être positives comme négatives. Celles qui sont décrites ici, pour la plupart, sont négatives. Les positives, on imagine bien boire une potion, un machin, un truc qui nous donne un petit boost. Et donc, c'est des bonus qui vont de -2 à -3. Ce qui fait que, du coup, si je me plante pas trop, la range mathématique du jeu va de +9 à -6, puisque nos attributs peuvent monter jusqu'à +6 et être aussi bas que -3, et qu'on peut y ajouter une condition qui sera de -3 +3. Donc on a quand même une bonne granularité par rapport à un PBTA. Un PBTA, en général, on est entre du -1 et du +2, voire +3. On n'a pas beaucoup de marge pour donner des bonus et des malus dans un jeu PBTA. Ici, on en a plus, d'autant qu'on est sur du D20. En fait, cette mécanique de D20, je me permets d'y revenir rapidement, mais ça rappelle Quest. Pour ceux qui connaissent Quest, j'avais fait une vidéo sur le jeu de rôle Quest qui est très très simple. On retrouve un peu de ça ici. Donc ici, on a des trucs pour gérer un peu différentes situations. C'est pas forcément hyper intéressant. On a des règles donc pour le voyage. Donc ça, c'est peut-être un tout petit peu trop crunchy pour ce que j'essaie de faire. Enfin, je sais pas si j'aurais tout le temps envie de m'y plier. Aucun système ne colle parfaitement toujours à ce qu'on veut. Je pense que la plupart du temps, ça fonctionnera pour les aventures. Mais bref. Donc, en gros, une journée est décomposée en 6 watches. Donc, 6, on va dire,
Je sais pas comment dire ça mieux. Comment on traduit Watches en anglais? On va dire qu'une journée est décomposée en 6 tours de jeu pour le voyage, qui représentent chacun 4 heures. L'aube, le matin, l'après-midi, le soir, le crépuscule, la nuit. Et à chaque fois, on va pouvoir faire des actions. En général, tous les PJ font la même action, donc il peut s'agir de camper, de se reposer, d'aller chasser, pêcher, et tout ça, de faire du scouting. Donc, le scouting, c'est littéralement zoomer un peu sur l'action et fouiller le hex dans lequel on se trouve si on fait du hex-crawl, c'est-à-dire explorer un donjon, etc., etc. Et puis hiking, c'est tout simplement se déplacer de hex en hex. Et donc, on a ici des règles pour se reposer, tout ça, tout ça. Donc tout ça, c'est les règles des joueurs. On est sur le guide du joueur. Du côté MJ, on a un peu plus de détails sur ces trucs-là. Donc la création de personnage, elle est extrêmement simple. On commence au niveau 0, on tire aléatoirement nos caracs, on tire aléatoirement notre espèce, on détermine notre background et tout et tout. On commence niveau 0, donc on a nos personnages en fait au début ont vraiment juste des caracs, de l'équipement, et en montant en niveau, ils vont progresser. Donc vous voyez, on jette 3d6. En fonction du résultat de notre 3d6, on a un bonus. Ensuite, on n'aura plus jamais besoin de ça, contrairement à sur du Shadow Dark où on peut en avoir besoin de ces scores. Ici, non. On jette 3d6, ça nous donne des modificateurs. Ensuite, on joue qu'avec les modificateurs. Ça devient notre stat. Et donc, on commence avec des stats qui vont entre plus 3 et moins 3. On en a 5. Je vous remonte la fiche, hein. On a agilité, charisme, intellect, perception, force. Et notre background, en gros, il va nous donner un petit truc, un petit équipement, un petit bonus pour faire un truc. Par exemple, si je regarde si je suis un nain, je peux être Gobslayer au début du jeu au niveau 0. Et donc, je commence avec une Battle Axe et j'ai plus 1 au dégâts contre les gobelins. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc nos personnages tiennent sur un coin de serviette au début et se développent au fur et à mesure de la campagne. Donc on a 4 espèces. On a nain, elfe, halfling, qui pour le coup sont rares. En fait, pour être un nain, un elfe, un halfling, on jette un D12. De 1 à 9, on est humain. 10, on est nain. 11, on est elfe. 12, on est halfling. Et une des petites différences entre être humain et être d'une race particulière, c'est que quand on va monter en niveau, notre race va pouvoir être utilisée plus ou moins comme une classe mécaniquement. C'est-à-dire qu'on peut débloquer des talents de nain, débloquer des talents d'elfe et débloquer des talents de halfling, alors que côté humain, on n'a pas ces talents spécifiques. Je reviens sur les talents juste après. Donc du coup, on voit que voilà, halfling, elfe et tout, ça tient en une page. Ils ont que 8 backgrounds parce que c'est rare en fait d'être ces trucs-là. Alors que l'humain, il a 100 backgrounds. Donc on tire aléatoirement parmi nos 100 backgrounds. On peut être un maître exorcisé, on peut être une hache à louer, on peut être un courtisan, on peut être un apprenti astronome, on peut être juste un intrépide, le garde d'une maison noble. Et voilà, on a 100 backgrounds, on tire et ça va nous donner un truc. Par exemple, si je tire Fortune Teller, donc c'est-à-dire 10 heures ou 10 diseuse de bonne aventure, eh bien je peux feindre le sort augure, donc un truc pour voir l'avenir, et j'ai une chance sur 6 que ce que je prédis dans l'avenir soit vrai. J'ai aussi une dague, un jeu de cartes et une boule de cristal. Si par exemple je suis un fugitif, je commence avec une dague, des faux papiers et une prime sur ma tête. Si je suis... Il y en avait un que j'ai trouvé trop drôle. Blade in the Boulder. Ce background-là, il fait que j'étais un jeune villageois et j'ai retiré une épée d'une pierre. À la surprise de tout le monde, ça a marché. Et les gens disent que je suis le futur roi. Et donc je commence avec une épée plus 1 appelée Excelsus. Donc voilà, il y a 100 backgrounds, je trouve que c'est drôle, avec des trucs complètement différents. Ensuite, j'ai des méga tables aléatoires, c'est un jeu où il y a beaucoup de tables aléatoires. J'ai des méga tables aléatoires pour customiser mon personnage aléatoirement si je le veux, on va dire en termes de description, de nom, de caractère, tout ça. Ensuite, je commence avec de la thune et je peux acheter des trucs. Donc on voit qu'au niveau des prix, aussi par rapport à Shadow Dark, on a beaucoup plus de listes à ce niveau-là. Et aussi des prix pour des trucs très très chers, potentiellement des bateaux et tout et tout. Et donc ça peut bien coller au côté très ouvert des différents projets que mes PJ pourraient vouloir mettre en place dans la campagne qu'on a commencé. On a des armes avec pas mal de propriétés et tout ça, donc il y a quand même un petit enjeu sur le choix des armes, j'aime bien, c'est un petit peu plus crunchy que Shadow Dark. Par contre, il y a un truc que je trouve un peu too much, je sais pas comment dire, c'est que du coup on a 3 types d'armes, les bash, les hacks et les slash. Et ça n'a pas le même effet. Et il y a les pierces aussi. Donc par exemple, slash, ça fait qu'on fait plus 1 de dégâts sur les créatures qui n'ont pas d'armure. Bash, ça fait que on peut se servir de cette arme pour essayer d'assommer des ennemis. Et pierce, les armes perçantes, elles ignorent 2 points d'armure. Et en fait, quasiment toutes les armes à distance ont pierce en fait, dont les arcs, etc. Et du coup, en fait, je trouve ça un peu bizarre, contre-intuitif, que toutes les armes à distance en fait soient fortes contre les armures. C'est pas très réaliste. Voilà, je fais un petit peu tatillon. Voilà, on nous parle de vendre des objets, acheter des objets, machin. Et donc la progression de personnage, en gros, elle se fait sur
1 point d'XP par question à laquelle on peut répondre à la fin de la partie, donc ça c'est un petit peu PBTA dans le délire. Nos caractéristiques, quand on marque une caractéristique, ça veut dire qu'on a raté un jet avec cette caractéristique, ce qui nous invite à faire des jets de caractéristiques potentiellement sur les trucs où on n'est pas bon. Donc à pas toujours être opti. Quand on fait un jet sur une caractéristique où on est mauvais et qu'on rate, on coche une petite case et à la fin de la partie on gagne un XP et en plus on a une chance que cette caractéristique augmente. Et sinon, dans la montée de niveau, donc on va gagner des points de vie et on va à chaque fois pouvoir prendre un talent à chaque montée de niveau. Sachant qu'on peut prendre des talents dans n'importe quelle classe, donc on peut se multiclasser de manière complètement libre. Les classes sont ici, donc on a 12 classes, on a l'assassin, le barbare, le bard, le beastmaster, donc l'éleveur de bêtes, quoi. Le cavalier, le clerc, l'explorateur, le delver, le druide, le fighter, le ranger, le voleur et le magicien. Et en gros, on va pouvoir, quand on monte de niveau, prendre des talents dans ces classes, quoi. Donc je peux au niveau 1, je rappelle au début on est niveau 0, niveau 1 je dis ok je vais prendre long shot du ranger, niveau 2 je prends feats of battle du fighter, niveau 3 je prends armor of face du cléric, etc., etc. Donc on peut vraiment créer notre perso, le customiser, il y a quand même pas mal d'options de customisation de personnage, c'est aussi un des trucs que je trouve assez sympathique, tout en restant extrêmement simple en fait. Ensuite pour la magie, donc grosso modo, la magie arcanique, si j'ai bien compris, c'est en fait on lit des runes pour lancer des sorts. Tout le monde peut utiliser la magie arcanique à partir du moment où il a un bouquin et il peut lire les runes qui sont dedans, quoi. C'est naturel de pouvoir lire ces runes, c'est des runes anciennes, on sait pas trop, on peut lancer des sorts. Et en fait si vous prenez un wizard, enfin vous commencez à prendre des talents de wizard, ce que ça va vous permettre de faire par rapport à quelqu'un qui n'a pas de talent de wizard, c'est par exemple à rechercher des nouveaux sorts, à mémoriser les sorts, donc vous avez plus besoin de vous trimballer avec le livre de sorts, etc. Ça je trouve que c'est très cool d'avoir ce mix, parce que par exemple dans un jeu à la Knave, pour prendre un autre jeu OSR, tout le monde peut lancer des sorts à partir du moment où il a le livre de sorts, mais il y a pas, on peut moins explorer le trope du magicien. En gros, dans Knave, dans les jeux comme Knave, Index Card RPG et tout, de base, après il y a des petites règles optionnelles, des machins pour customiser. Mais le truc, c'est vraiment votre équipement fait votre personnage dans ces jeux-là. Et moi, j'aime bien quand même le trope du magicien, tout ça, tout ça. Donc c'est bien que de base, tout le monde puisse lancer des sorts tant qu'il a des parchemins magiques et tout, il peut les lancer. Hein. Mais qu'on ait quand même quelqu'un qui peut se spécialiser dans la magie et vraiment incarner ce trope en pouvant mémoriser des sorts et tout, en montant en niveau et tout et tout. Ça, je trouve que c'est cool. Et donc, on a 100 sorts différents. Donc là, ils sont très minimalistes, les sorts dans leur expression. Ça rappelle un petit peu Kern, ce genre de jeu de rôle-là. Et donc, bien sûr, quand on lance des sorts, on peut faire des réussites avec complications et tout. Donc ça, à voir avec le MJ, il va dire ce que c'est la complication. Il a une certaine liberté de ce point de vue-là. Par contre, là où il y a une règle assez fixe, c'est que si vous faites un échec critique avec de la magie, vous allez subir des effets de corruption. Ensuite, on a la magie divine. Donc, la magie divine, ça nécessite de prier une divinité pour avoir ses faveurs. Et donc ça, c'est des choses qu'on va faire en downtime. On va, entre les aventures, prier une divinité. Donc on a plein de choix de divinités. C'est pas un choix définitif, la divinité à laquelle on s'aligne. Je sais plus si, je ne saurais plus vous dire s'il y a que le prêtre qui peut faire ça ou si tout le monde peut le faire aussi comme pour la magie arcanique. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que prêtre ou pas, en gros, pour caster, voilà, c'est écrit ici, pour lancer un sort sacré, un PJ doit gagner les faveurs d'une divinité en faisant des religious services, c'est-à-dire faisant des sacrifices, faisant des trucs au nom de cette divinité, etc., etc. À partir du moment où il y a les faveurs de cette divinité, il va accéder au sort de la divinité. Donc chaque divinité a plus ou moins 4 sorts. Et s'il fait n'importe quoi, qu'il rate ses jets de dés, machin truc, il pourrait perdre la faveur de cette divinité, quoi. Et donc on a une liste de divinités en exemple. Donc tout ça, je trouve que c'est sympathique. Ensuite, on a la magie des spirits, la spirit magic. Donc ça ne fonctionne que pour les druides, il me semble, qui ont pris le talent totem. Et en gros, ça leur permet de faire appel à un esprit pour qu'il fasse un truc pour les aider, quoi. Et on a différents exemples d'esprits qui peuvent aller. Et donc c'est des petites règles très très simples. On a des règles pour les hirelings, les followers, les compagnons et tout. D'ailleurs, on a même un espace sur la fiche de personnage pour venir mettre nos followers. Ça, je trouve que c'est cool parce que ça montre que c'est un truc qui peut être assez central, quoi. Donc ça encourage, dans ce jeu, c'est encouragé. Là où dans Shadow Dark, en fait, c'est très très simple de jouer des followers et tout, mais c'est pas quelque chose dont on parle spécifiquement, on va dire, dans le core book, quoi. Si les PJ ont l'idée de faire appel à un follower, c'est bien. C'est pas forcément encouragé par le jeu, c'est un truc plus organique. Là, on a une page là-dessus avec des prix pour les followers et tout et tout. Pour le downtime, donc le downtime, on a de base dans le jeu plusieurs activités. Donc on a le carousing qu'on retrouve de Shadow Dark, où on dépense de l'argent pour faire la teuf, sociabiliser en ville et tout. On peut choisir d'ailleurs de faire la teuf dans les classes populaires, les middle class ou les upper class.
c'est plus ou moins cher. Ça va nous permettre de rencontrer des gens différents, en fait. On a une petite règle pour crafter des objets en carousing, ça tient sur un paragraphe. On a une règle pour commettre des crimes, pour faire des paris, pour gouverner, pour participer à des joutes, pour faire des combats de fosse, pour se soigner, tout simplement, pour faire les fameux services religieux dont on parlait plus tôt, pour rescue. Donc ça, c'est intéressant. C'est qu'en gros, si à la fin d'une aventure, on a abandonné quelqu'un derrière nous, etc., on s'est séparé de quelqu'un, on a perdu quelqu'un, etc., en rentrant à la base, un personnage peut avoir une condition qui s'appelle stranded, il me semble. Et stranded, ça veut dire qu'il est perdu dans la nature. Et en gros, si on veut récupérer ce personnage, il faut qu'en downtime, il y ait des joueurs qui fassent l'activité de downtime rescue pour aller le chercher. Et ça, je trouve que c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool. On a une activité qui consiste à faire des recherches pour aller chercher des informations, tout ça. Et si on est magicien, on peut faire des recherches pour apprendre des nouveaux sorts. On a une activité pour mener des projets spéciaux, donc c'est la catégorie fourre-tout pour mettre tout ce qui n'est pas concerné par les règles, si vous voulez mon avis. On a une activité pour faire du commerce, on a une activité pour juste pratiquer notre profession et faire des sous. Et donc en fait, voilà, c'est des règles toutes bêtes, mais qui sont déjà préintégrées dans le jeu, et donc les PJ peuvent les voir, etc., et se dire « Ah bah moi je vais faire ça, etc. Donc on peut facilement imaginer dans une campagne, entre guillemets, un peu MMORPG, comme on disait, on va dire que les PJ peuvent faire une de ces actions toutes les semaines, en me prévenant sur le Discord, et puis ils jouent leur action, quoi. D'ailleurs, a priori, c'est un jeu où on va pas tout le temps jouer forcément le même personnage, parce que si je fais une aventure, et que ensuite, pour mon downtime, je fais pas recuperate, en fait, je vais être encore un peu tout cassé de mon aventure précédente, et donc je vais pas pouvoir jouer de manière consécutive plein d'aventures avec ce personnage, parce que il doit se reposer. Donc je vais avoir plusieurs personnages dans mon roster de personnages en tant que joueur. Ensuite, on a un petit truc sur les factions. Donc, en gros, l'idée, c'est qu'on peut avoir des armées, organisations, forteresses, domaines, etc. Donc, c'est des toutes petites règles. Hein. Ça va demander quand même plein d'arbitrage, à mon avis, sur le côté. Mais il y a une sorte de base, une sorte d'échelle de comment on fait pour faire des investissements, pour faire grossir nos domaines, nos armées, tout ça, et leur donner une valeur. Et ça, c'est pareil, ça se retrouve sur la fiche du personnage. C'est-à-dire qu'une faction, elle va avoir un rating. Et quand on va vouloir faire une action... donc ça, c'est très abstrait, on ne le joue pas dans le détail. Mais quand, par exemple, je vais vouloir faire s'affronter deux armées dans ma campagne, en un seul jet de dés, on va régler ça un petit peu en ellipse. Peut-être qu'on pourra écrire, faire du RP écrit, venir y mettre de la couleur si certains PJ sont motivés pour ça. Mais en gros, on peut gérer l'affrontement entre deux armées à un moment donné en un jet de dés, quoi. Et pour ce jet de dés, ce qu'on va prendre en compte, c'est donc le rating, la force, en gros, de la dite faction. Ça va entrer en compte. Et en investissant de l'argent et du temps, on peut améliorer ces éléments de jeu-là, quoi. On a un petit exemple de jeu, on a notre fiche. Et donc ça, c'était le truc du joueur. Maintenant, on va regarder rapidement le truc du MJ. Donc le truc du MJ, il y a des trucs un peu en miroir du truc du joueur sur lesquels on va pas repasser. Donc on a les petits conseils, être le narrateur, l'arbitre, blablabla. Le flow of play, comment ça marche. On nous parle de clock, on peut gérer des clocks un petit peu à la Blades in the Dark, tout ça, c'est-à-dire... des choses dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos, malheureusement, je ne vais pas en parler ici. Vous tapez clock, jeu de rôle, clock, TTRPG, horloge, jeu de rôle, vous pourrez apprendre plein de choses sur ces mécaniques d'horloge. C'est des manières de gérer le passage du temps. Donc c'est des outils, ce ne sont pas des règles en soi de ce jeu, mais on nous en parle comme d'une possibilité de s'en servir pour gérer des trucs. On nous parle un petit peu de la structure de campagne en Westmarch, en table ouverte, tout ça. On nous parle un peu des modes de jeu, c'est-à-dire le mode refuge. Donc c'est-à-dire les PJ sont à l'abri, font leur downtimes, ils font leur plan, ils pensent au projet qu'ils veulent mener, ils achètent des équipements, tout ça. Ensuite, il y a le mode voyage où on part sur la carte en X-Scroll et on utilise les règles dont on a parlé de campement, etc. pour avancer. Et puis, il y a le mode, on va dire, un peu plus exploration. On commence à zoomer dans un lieu, dans un donjon. Chaque tour de table représente à peu près 10 minutes de temps passé. Les PJ décident de ce qu'ils veulent faire, tout ça. Donc, plus on zoome, en fait, plus on devient un peu... ça devient du jeu de rôle, on va dire, comme les gens aiment à l'appeler en général, c'est-à-dire un jeu assez libre. Plus on dézoome, plus il y a un petit côté jeu de plateau, on prend un recul pour gérer, avec une sorte de vue assez haute, la gestion globale de la campagne, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce ne sont pas des mécaniques nécessairement très difficiles, c'est vraiment plus une sorte de structure, comme ils le disent, une structure de jeu. Ici, on a des guidelines, jouez pour voir ce qui va se passer, soyez un fan des PJ, donc là, ils ont vraiment repris les trucs du PBTA, quoi. Les moves de GM, donc c'est-à-dire des idées de trucs à faire quand les PJ
font une réussite avec complication ou un échec, est-ce que je vais casser un de leurs équipements? Est-ce que je vais leur assigner une condition? Est-ce que je vais leur faire payer un prix, révéler un nouvel obstacle, etc. etc. Donc c'est tous ces trucs de qu'est-ce que je fais quand je suis MJ. C'est des conseils pour en gros créer des obstacles pour les PJ, ce qui est quand même un des rôles souvent du MJ. On nous rappelle la mécanique de base. Et donc voilà, ici on a des détails un petit peu plus. En fait, il n'y a pas de move, comme on disait, mais on a des exemples de comment utiliser notre fameuse mécanique de D20 avec différents niveaux de réussite sur le côté MJ. Donc par exemple, se rappeler d'une information, comment on pourrait gérer ça, faire des recherches, comment on pourrait gérer ça, la discrétion, lancer un sort. Le jeu a l'esprit OSR, c'est-à-dire que ce ne sont pas des moves. Vous voyez, si ça s'était apparu sur le côté joueur, ça aurait été vraiment, je pense, des moves à la PBTA, c'est-à-dire des règles que tout le monde voit. Alors qu'ici, c'est plutôt des exemples de comment utiliser notre mécanique standard de résolution côté MJ. Si j'ai à un moment donné, l'enjeu pour un PJ, c'est de s'infiltrer, j'ai un exemple de comment je peux arbitrer le jet de D20 que va faire mon PJ, quoi. Pareil au niveau du combat. Un truc qui est assez cool, c'est qu'on a une énorme liste de coups critiques et de fumbles. Ça, j'aime beaucoup. Pour venir mettre, donc pour le combat spécifiquement. Et c'est des trucs qui vont complètement balancer le combat dans une direction ou une autre. Il y a par exemple, un PJ qui fait un coup critique. S'il fait ensuite un 83, je lui dis lance-moi un descend, il fait plus 3 des 12 damage parce qu'il a brisé le crâne d'un truc, quoi. Donc ça va très très vite et très très fort, les coups critiques et les machins. Et c'est pareil côté monstre, par contre, il me semble. Puisque si, en combat, un PJ fait un échec critique, il souffre d'un terrible coup, le MJ fait un GM move, ça doit faire mal, c'est écrit. Donc peut-être que le MJ peut aller chercher dans les coups critiques de monstre, quoi. On nous parle des conditions, on nous parle de l'XP. Donc tout ça, c'est assez miroir avec le truc PJ. Ici, on a le plus le détail du downtime. C'est-à-dire que, encore une fois, le downtime, si on avait mis les règles du downtime en player facing, je l'utilise pas mal, j'imagine que la plupart des gens savent ce que ça veut dire, mais player facing en gros, c'est que c'est une règle qui est vraiment visible par les PJ, donc a priori ils peuvent s'appuyer dessus, tandis que ce qui est GM facing, c'est un peu plus du côté du MJ, il peut arbitrer tout ça. Souvent par exemple les profils des monstres, c'est des trucs que les PJ ne savent pas, là où les capacités d'un objet magique qu'ils ont, ils les connaissent, ils peuvent s'appuyer dessus, et le MJ, il va pas venir dire non, ça marche pas comme ça, nanana. C'est écrit sur la fiche du perso, quoi. Et donc là, par exemple, sur le downtime, vous voyez, au niveau des joueurs, on a une version assez simple, c'est pour leur donner des idées de ce qu'ils veulent faire, et le MJ, lui, de son côté, on lui explique comment il pourrait gérer le truc, mais le MJ, au vu de la nature très ouverte du jeu et de l'esprit old school, il pourrait peut-être vouloir modifier un petit peu ses règles en fonction de la situation, quoi. Des circonstances, tout ça, tout ça. Et donc le détail, on va dire, du downtime est plutôt côté MJ. Donc on va prendre un exemple de downtime. Par exemple, le carousing, comme ça, on pourra le comparer à celui de Shadow Dark. Donc, admettons, j'ai un PJ. Le PJ, lui, ce qu'il sait, c'est qu'il doit choisir un petit peu avec qui il va faire la teuf dans la ville. Ça n'a pas le même prix. Donc, admettons, il va avec les classes populaires. Il dépense 100 pièces. Donc, il va acheter un D20. Donc, sur un 16+, il choisit entre deux trucs. Il gagne un contact, il améliore sa réputation, il entend des rumeurs et des infos intéressantes, il retire une de ses conditions. Sur un 10-15, il choisit un seul des bénéfices du dessus, mais il doit aussi choisir entre perdre un contact, se faire un ennemi, perdre de la réputation, se faire capturer ou arnaquer, ou avoir la condition bourrée. Donc ça, c'est une possibilité. Mais comme c'est côté MJ, honnêtement, moi, je m'autoriserais à ne pas appliquer cette règle, en fait. Par exemple, à dire, c'est pas le PJ qui choisit s'il gagne un contact, un ennemi, etc. Ça, c'est une logique PBTA. Mais en soi, vu que c'est pas écrit dans les règles pour les PJ, ce truc, si moi j'ai une idée pour ma campagne, je me ferai plaisir. Après, il y a des trucs un peu plus simples où, honnêtement, je pense, j'utiliserai toujours plus ou moins le même truc. C'est-à-dire que pour le craft, si le PJ peut être un peu autonome, c'est cool. C'est-à-dire un PJ compétent en craft peut essayer de créer des objets pour la moitié de leur prix. On demande un jet avec la capacité qui colle le mieux au craft qu'il essaie de faire. Sur un 16+, il fabrique l'item sans problème. Sur un 10-15, il crée un item, mais il choisit soit l'item il a un petit souci, soit il est pas très très beau, soit il nécessite plus de matériel, etc. etc. Et donc comme ça, voilà, on a plein de petits trucs qu'on peut gérer en un seul jet de dés rapidement entre les aventures, dont la gouvernance des organisations, etc. etc. Ici, on a des idées pour créer des quêtes, donc là on commence à rentrer un peu plus dans la boîte à outils du MJ pour préparer sa partie, des trucs un peu moins mécaniques, mais c'est assez fourni, on a des trucs pour créer des quêtes, on a des trucs pour créer une X-map, on a des trucs pour créer des settlements avec des traits, genre pour créer des villes, tout ça, quoi. Ici, on a un truc, on peut faire des jets de dés pour des événements aléatoires de voyage. Ça rappelle un peu Nave, ça rappelle plein de jeux.
honnêtement. Donc il peut y avoir des mishaps, des provisions qui dépérissent, des événements météo, une rencontre aléatoire, tout ça, tout ça. On a un truc pour créer des sites d'aventure, des tables aléatoires, des trucs qui pourraient se passer, des turns and events dans le donjon. Est-ce qu'il y a une rencontre? Est-ce que les torches s'éteignent, etc., etc. Ce que j'aime bien aussi, c'est que je peux faire des petits tests avec ce jeu à côté de mon Shadow Dark. Franchement, les deux jeux collent pas mal dans l'ambiance et tout. Donc, je peux, au niveau de la fiction, je pense que ça posera pas trop de problème de faire des tests un peu avec les deux trucs. On a des trucs pour les rumeurs, les hirelings, etc., les compagnons animaux. Donc, on a toutes sortes d'outils. En fait, il y a vraiment beaucoup d'outils et c'est assez compact, avec une mécanique standardisée pour les familiers, tout ça. Ici, on a des effets de sorts qui partent en sbeul. Donc, on garde l'idée que la magie est dangereuse de Shadow Dark, des accidents lorsqu'on invoque un truc, divine disapproval. Et ici, on a comment jouer un peu les factions. Donc, on a le battle check pour faire s'affronter des armées en un seul jet de dés, jouer les factions à l'arrière de la campagne sur une West March. Donc, je vais pas dans le détail. De toute façon, j'ai pas encore lu en profondeur et tout ça. Il faut que je teste, que je joue, tout ça, tout ça. Et puis, on a un générateur de PNJ. On a un des 100 PNJ archetypes, des archétypes de PNJ, ça j'aime beaucoup. Parce que des fois, un générateur de PNJ, c'est un peu long. Genre, lancer l'occupation du PNJ, puis son vocal, son quirk vocal, puis son désir, puis ses problèmes, tout ça, c'est bien pour prep. Mais si j'ai juste envie qu'on rencontre un NPC complètement random, cette table-là, elle est un peu mieux. Parce que on voit plus tout de suite un trope. Genre, je fais un jet de dés, je sais qu'il rencontre un loup solitaire. Je sais qu'il rencontre une demoiselle en détresse. Je sais qu'il rencontre un voyageur venu d'un pays lointain, etc., etc. Et tout ça, c'est assez évocateur comme table. J'aime beaucoup cette table-là. Ensuite, on a un bestiaire. Donc, les monstres, en gros, en général, ils ont 2-3 petites capacités spéciales, mais ce qui est important, c'est leur point de vie, leur morale. Parce qu'il y a du moral. On jette un D6. Si on fait, je crois, moins que le moral, la créature s'échappe. Ils ont des points d'armure, des dégâts. Donc, c'est vraiment basique. Et des fois, ils ont des petites capacités spéciales. Mais voilà, on a un petit bestiaire. On a un truc pour créer des monstres, un Monster Maker, une petite table de rencontre à l'arrache pour différents biomes. Et ensuite, on a tout plein de tables d'objets qui peuvent être lootés, d'artefacts, d'enchantements et tout. The Lost Relics, The Forgotten Lore. Donc on a beaucoup d'outils pour préparer, etc., etc. Donc voilà en gros pour ce jeu un peu étrange. Je dirais que c'est toujours sympa d'aller voir un petit peu des sortes de gens qui tentent des trucs, quoi. Genre création un peu indé. C'est pas le premier jeu qui essaye de faire une sorte de PBTA qui colle avec l'OSR, mais j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup on va dire, de jeux qui essayaient de faire se rejoindre l'OSR et les jeux Powered by the Apocalypse, qui avaient plutôt tendance à verser du côté narratif PBTA que du côté OSR, en fait, en ce qu'ils proposent. Moi, j'ai plutôt tendance à vouloir aller chercher un petit peu des petits éléments, comme les réussites avec complications, machin et tout, du PBTA, mais à les amener dans une base qui va plus être celle du jeu d'aventure à l'ancienne. Et donc je trouve que ce jeu-là, Realms of Peril, fait plutôt ce move-là en fait. C'est-à-dire qu'il va essayer d'aller grappiller des petits trucs du PBTA et de les foutre dans un jeu d'aventure D20 où on a quand même un petit peu plus de facteurs de pondération, ne serait-ce que parce qu'on a un D20 en fait avec une granularité où on peut mettre plein de petits bonus, de petits malus. On a vraiment un truc sur l'équipement, on a plein de tables aléatoires, des effets qui vont un petit peu plus loin que la saveur, parfois des effets un petit peu mécaniques quand même. Je sais pas, je trouve que ça me plaît, je vais tester ça. J'avais envie de vous parler de ce jeu, peut-être que ça vous intéressera. Vous ferez votre propre opinion, les PDF valent genre 5 balles, vous pouvez les trouver. Je vous remercie de m'avoir écouté, on se dit à très bientôt sur le bon MJ. Des bisous, ciao ciao.